important, de parler aussi de nos faiblesses en tant que leader. On fait un métier qui est compliqué, on va beaucoup se tromper. Et ce qui est important, c'est d'embarquer les gens et que les gens aussi t'aident à moins te tromper, créer ce sentiment de ne pas être parfait, mais être là et faire partie de l'aventure. Il faut aller en prod vite, c'est ce que tous les gens disent, c'est ce que j'ai appris entre temps. Grosso modo, il n'y a que la prod qui est la vérité, qui va te dire comment ça se passe et vraiment si ton modèle tel que tu l'as conçu va fonctionner tel que tu as prévu. En fait, ce qui me drive, c'est l'impact. Faire des projets avec des gens, construire des choses. La dimension d'ingénierie. On construit des choses en fait. On construit des choses qui vont être utilisées par des gens qui ont une valeur. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui je suis en compagnie de Florent Poissonnet qui est le CTO de PlayPlay. Merci d'avoir accepté l'invitation et c'est un podcast un peu particulier parce que c'est un podcast dans des nouveaux locaux, avenue de Messine, proche Saint-Lazare et on n'est plus à Gentilly, il n'y a plus cette fameuse bibliothèque de BD dont beaucoup de gens ont parlé dans d'autres podcasts. Je suis content que tu aies trouvé. Du coup. Merci beaucoup. Écoute, c'était pas trop compliqué. Ça va. C'est comme tu m'as donné la bonne adresse. On est dans Paris. Ça va. Je m'en suis sorti. J'ai trouvé sans problème. Visiblement, tu t'en es sorti. C'est cool. Eh ben écoute, donc aujourd'hui CTO de PlayPlay, t'as eu une grosse page de vie chez The Fork également, dont on nous parle là, mais je crois qu'il y a eu 2-3 étapes qui t'ont marqué dans la carrière. Il y a une étape tournant dont tu m'as parlé un peu off record. Ouais. Et je sais pas si tu veux revenir sur ces étapes tournantes, celle-là ou d'autres. Ouais, on peut commencer ça. Je pense que parce qu'elle a orienté beaucoup de choses dans ce que j'ai fait ensuite. J'ai commencé ma carrière dans la banque d'investissement, dans laquelle j'ai bossé quasiment 15 ans, de ma sortie d'école jusqu'à 2011-2012. Et pendant ces moments-là, j'avais un peu la naïveté de penser ma bonne humeur, ma bonne foi pourrait changer ces univers un peu très hiérarchisés et processés. Et je me suis pris une grosse porte, une porte qui fait bien mal, puisque à un moment, pour des raisons de politique interne, on m'a demandé de saquer mon équipe. Et ce sur quoi j'étais pas d'accord. Mais il y a une autre règle quand on est manager et qu'on est dans une organisation, on accepte les règles de l'organisation. Il y a ce qu'on appelle la solidarité managériale. Si tes chefs te demandent de faire quelque chose, tu fais partie des chefs, t'appliques. Et je l'ai appliqué à contre-cœur. Ça a été horrible parce que c'était à l'inverse de mes valeurs, c'était pas juste. Et moi, je suis très animé par l'équité dans le monde du travail. Et j'ai dit à mes boss, écoutez, c'est la première et la dernière fois. Ils m'ont demandé si c'était une menace. Je leur ai dit non, c'est pas une menace, je vous informe. C'est que c'est une information. C'est une information. Je ne viens pas vous menacer. J'indique juste que moi, c'est pas une manière de faire. Je ne souhaite pas évoluer dans un univers dans lequel ça paraît normal de faire des choses pour des mauvaises raisons qui ne sont pas fondées. Ça veut dire quoi, saquer son équipe ? C'est décider de tous leur mettre des mauvaises notes, pas d'augmentation, quelle que soit la qualité du travail qu'ils ont fait. Ça a été décidé, alors que normalement tu fais l'évaluation et que tu es censé regarder ce qui s'est passé par rapport aux objets que tu leur as donnés. Et là, le message, c'était non, tous ils sont mauvais et tous ils ont 1 sur 4, c'est fini, ton avis ne compte pas. Tu travaillais que tous les jours, tu les as suivis, tu sais tous les efforts qu'ils ont faits, tu sais les difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais il avait été décidé au-dessus de moi que c'était ça pour cette équipe-là. C'était pas général quoi en plus. Il y avait un petit périmètre. Ouais, c'est ça. Il y avait une dizaine de personnes, mais qui faisaient là, c'était 1/3 de mon périmètre. Et donc après, tu te rends compte qu'il y a 2 options. Soit tu acceptes ces règles du jeu, tu les vis correctement et ça fait partie de ton mode de fonctionnement. Et t'arrêtes d'essayer de te plaindre et tu te plains pas parce que ça fait partie des règles du jeu que tu as acceptées. Soit, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Rien ne t'oblige à rester dans cet endroit-là. Tu peux changer d'entreprise, tu peux changer de domaine. On a cette chance dans la tech de pouvoir quand même évoluer dans pas mal d'endroits. Et moi, j'ai pris la deuxième. Je me suis rendu compte que cet univers ne me correspondait pas, qui me rendait malheureux. Que moi, dans la vie, le dernier truc que je veux, c'est être malheureux. Donc, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Et que donc, il y a d'autres endroits. Et dans ce cas-là, la chance que j'ai, par contre, c'est des rencontres, des gens avec qui je m'entendais bien et que j'ai dit, j'ai envie de faire autre chose, je réfléchis, je sais pas trop. Et eux, par contre, certains avaient déjà fait des mouvements, il y avait une pluralité aussi d'endroits dans lesquels les gens étaient. Et j'ai quelqu'un, effectivement, qui m'a mis en contact avec The Fork,
Et Là, j'ai juste une question, c'est si tes managers à l'époque t'avaient dit en fait il n'y a pas de budget pour les augmentes, enfin voilà, trouver des raisons budget, enfin voilà, ce qui t'a gêné c'est les notes quoi, c'est pas le pas d'augmente quoi, finalement. Le pas d'augmente il peut s'expliquer par différentes raisons. ouais, il peut s'expliquer par différentes raisons, mais Là, il- dire t'es mauvais pour expliquer une mauvaise alors que c'est faux, c'est ça qui te. c'est ça qui me va pas. Et il y a aussi une dimension de malhonnêteté intellectuelle parce que je sais qu'il y avait des augmentes, je sais qu'il y a des gens qui avaient des budgets pour faire des augmentations, et donc c'était, même s'il y avait eu une raison, si c'est pour toute la boîte, ce qui peut nous arriver, hein, on a vécu des gros changements là dans le monde de la tech depuis les 3 dernières années. Effectivement, la période des grosses augmentations et de tout le monde, elle est plutôt derrière nous. On fait beaucoup plus attention à la rentabilité et ces choses-là. Donc mécaniquement, il y a des discussions différentes autour de budget d'augmentation et de ce qu'on peut faire. Mais là, c'était pas le cas. Je le savais. Et il y a un autre truc qui me fait vriller, qui me fait démarrer, c'est quand on insulte mon intelligence. Quand on prend pour qu'on me dit pas les choses et qu'on essaie de me raconter une histoire auquel je ne crois pas, ça m'énerve profondément. Donc, effectivement, dans un cadre que je comprends, qui aurait été motivé, qui est faire, pareil, à nouveau faire, c'est-à-dire que c'est la même chose pour tout le monde, c'est la même règle pour tout le monde, oui. Là, c'est la solidarité managériale, c'est une politique qu'on porte qui s'inscrit aussi dans les intérêts de l'entreprise pour qu'elle elle soit dans des bonnes conditions financières, et ça s'explique et ça, je peux le porter. Mais je l'ai déjà porté. On y reviendra, il y a d'autres moments où j'ai dû faire des choses plus compliquées et que j'ai faites sans avoir l'impression de trahir mes valeurs ou D'être malhonnête intellectuellement. Exactement. Quoi. Ok. Et alors du coup, juste pour la fin de l'histoire, tu dis c'est la première et la dernière fois et donc tu t'en vas, ou t'as attendu qu'ils te le demandent une deuxième fois pour t'en aller? Non, je me suis en allé. Non, T'es parti je direct. suis parti. T'as dit j'ai fait. Ouais, j'ai Ok. fait. Tu t'es désolidarisé directement. Quoi. Exactement. J'ai dîné avec des copains au fur et à mesure, j'ai fait jouer mon réseau, j'ai commencé à répondre à des annonces. Et effectivement, j'ai un copain qui m'a mis en relation avec The Fork et qui a été une grande chance parce que pareil, il y a aussi cet aspect dont les relations sont importantes, parce qu'il m'a sponsorisé auprès des fondateurs de The Fork qui cherchaient quelqu'un. Il m'aurait jamais sélectionné si cette personne-là m'avait pas dit considérez-le comme un candidat valide. J'ai fait quasiment 15 ans dans la banque d'investissement. Je mettais des costards tous les jours. Je débarquais, les gens ils étaient en basket et en sweatshirt. Ils étaient dans les open space, ils montaient leur table Ikea pour les nouveaux venus quand ça arrivait. C'était pas du tout la même ambiance. Ok. Effectivement, c'est pas la même ambiance. C'est ce que tu cherchais ou Ouais. Ouais. Parce que je m'en suis rendu compte plus tard. En fait, ce qui me drive, c'est l'impact. Ce qui me drivait déjà en fait dans la banque d'investissement, c'était faire des projets avec des gens, construire des choses. La dimension d'ingénierie, on construit des choses en fait, que ce soit un pont, un soft, on construit des choses qui vont être utilisées par des gens qui ont une valeur. Et si l'impact il passe par quand les nouveaux venus font monter une table Ikea, et c'est pas grave parce qu'en fait on va faire du super boulot, on va faire un truc incroyable, on va conquérir le monde, bah, c'est pas grave, ça fait partie du taf. Donc le besoin d'impact en fait est un gros driver chez moi. Monter la table et tout ça, ça me rappelle un peu ma première journée il y a 20 ans quoi. Et j'ai fait plein de trucs. J'ai nettoyé les bureaux après les soirées parce que j'étais le premier arrivé le matin et j'étais rentré. J'étais un peu plus vieux déjà que les autres. Donc moi je rentrais plus tôt, j'avais des enfants donc je pouvais pas terminer à 4h du matin. Je réveillais les quelques-uns qui avaient dormi dans le canapé pour leur dire va te doucher, rentre chez toi. Et puis je nettoyais l'open space pour pouvoir bosser à 9h30 à peu près correctement avec les autres qui n'étaient pas venus à la soirée. Donc ouais, j'ai fait plein de trucs, mais c'est des super souvenirs. Je ne regrette absolument pas. Quand c'est festif, en plus, c'est des beaux souvenirs, quoi, effectivement. Non, et il y avait effectivement ça. On travaillait dur, c'était pas simple, mais on savourait chaque instant, on était capable on s'entendait très bien. On avait des vrais moments de convivialité aussi qui faisaient que ouais, on arrivait à faire des choses incroyables. Ce que je n'avais pas, du moins, ce que j'avais pas trouvé dans les 10 années précédentes, les plus de 10 années précédentes. Et quand tu rejoins The Fork, du coup, c'est quelle taille de boîte? C'est plus tout à fait une start-up parce qu'elle est quand même assez successful sur le marché français et le marché espagnol. Elle a lancé le marché suisse. On est une 80-90 personnes au total.
une vingtaine de personnes en Espagne, une soixantaine de personnes à Paris. Rue du Sentier, sur deux étages, dans un immeuble, vraiment le Silicon Sentier. Et effectivement, c'est une boîte qui a levé et a un market fit qui marche et qui a besoin par contre de passer à l'échelle et se rend compte que voilà, elle a besoin d'amener aussi un peu plus de structure, de rigueur et donc de gens qui sont capables de les aider à passer à l'échelle. Le gros enjeu, c'est ça. Donc ça, c'était l'un de tes rôles. Ouais, tout à fait. Moi, je suis arrivé. Par exemple, j'ai beaucoup bossé pour mettre en place des méthodologies agiles de développement rapide qui étaient assez connues déjà à l'époque. Et moi, j'avais en plus été formé dans la banque, donc c'est pas non plus les endroits les plus précurseurs. Mais ils n'avaient pas complètement compris et craqué. Les enjeux aussi de monitoring de la prod. On n'avait pas d'outils d'APM, donc on a commencé à s'équiper pour regarder. Plutôt que les clients nous appellent pour dire que ça marche pas, on le sait déjà. Le savoir avant. Le savoir avant. Des trucs qui me semblent, mais parce que eux, ils allaient vite, ils faisaient du produit, ils shippaient des features. Et le passage à l'échelle, il nécessite de commencer à regarder la prod, de commencer à réfléchir à tes process, d'optimiser tes process, regarder la qualité des flux, tout ça, tout ce que moi j'avais fait en fait. J'avais au moins eu cette chance-là dans ces univers-là. Il y avait aussi quand même beaucoup d'innovation autour du craftsmanship et du software management qui m'ont permis en fait, en prenant les bons morceaux, de les réappliquer de manière efficace à un univers de start-up. T'avais en banque, tu avais bossé en agilité ? Ouais, tout à fait. Ouais. J'avais été formé à Scrum. Avec Scrum. Laurent Sarrazin, peut-être Alors, Laurent faisait. Ouais, Laurent est quelqu'un que j'essaie de resituer. Tout à fait. Laurent a piloté une grosse transfo. Sur la fin, là où moi j'étais, il avait lancé. Laurent, il a été parmi les précurseurs. On a bossé avec Octo d'ailleurs. Je crois qu'on avait un coach Octo qui était venu chez nous bosser. Et des coachs peut-être de SOAT à l'époque. Oui, tout à fait. Octo et SOAT. Mon ancienne société, il y a bien longtemps. Et donc effectivement, on avait bossé Axel Vilchalan. Exactement, que je salue également, que j'ai croisé chez The Fork. On a bossé avec lui, il nous a aidé. Ah ouais, ok. On a bossé chez The Fork avec Axel. Mais effectivement, on avait été formé à l'agilité, on était parmi les précurseurs dans la banque de faire ça, avant le passage à l'échelle. Ça avait été une grosse transfo et ils avaient pris pas mal de coachs costauds, quoi. Non, moi j'ai adoré, j'ai appris énormément de choses avec Laurent et avec les coachs avec qui on a bossé. Et effectivement, quand tu as été bien formé, que tu avais les bonnes personnes, que tu l'as appliqué concrètement, parce qu'on a fait, j'ai fait 2 ou 3 ans d'agilité complète avec différents cycles, différents softs dans la banque. Et j'ai pu ensuite en sortir les bonnes choses que j'ai réappliquées directement en arrivant et qui n'ont pas de contraintes par rapport au domaine fonctionnel. Tant que tu fais du soft, c'est des bonnes pratiques à adopter. Je me rappelle des confs d'Axel Vilchalan qui faisait des confs. Il y avait l'un des sujets, c'était les murs de l'agilité. Tu t'en es pris quelques-uns du coup en arrivant chez The Fork ? On avait... Alors, je ne l'ai pas vu cette conf-là d'Axel. Si je réfléchis, les murs... il en a fait pas mal. Ouais. Les murs de l'agilité, c'est qu'il y a... on a différents moments et on a différentes typologies. Et donc, par exemple, j'avais pas très bien... Nous, on faisait beaucoup de Scrum, donc beaucoup qui est plutôt pour création de nouveaux produits ou innovation produit. On avait peu de Kanban, qui est plutôt sur les phases de TMA, donc après des grosses releases, et donc la capacité à switcher l'un à l'autre. Je sais qu'on a mis du temps et que... On a un peu forcé, c'est un peu mon côté un peu bébête, ça, d'essayer de faire rentrer le rond dans le carré un peu trop longtemps et que ça marche pas. Mais si, ça va rentrer. Et donc appeler Axel ou un autre et dire ouais mais en fait non Florent, là c'est un rond dans un carré, donc là dans ce cadre-là, utilise plutôt ça, tu vas voir. C'est de l'agilité aussi, mais ça va bien marcher. Ça va marcher et donc ouais, on a réfléchi. Et il y a vraiment en fait le plus gros mur qui existe toujours un petit peu, hein, c'est que on a toujours du mal à savoir où s'arrête la responsabilité du produit, où commence la responsabilité de la tech. Et le PO est un peu le truc un peu bâtard qu'on a mis entre les deux, qui est censé gérer la delivery, qui est censé porter la voix du produit, accompagner et aider les devs, mais qui n'est pas toujours simple à incarner. Et en fonction des organisations et de la maturité ou des typologies de gens, c'est plus ou moins porté par le produit, plus ou moins porté par la tech. Et là, il n'y a pas vraiment de playbook préétabli. C'est là aussi il faut un peu adapter, faire preuve de bonne connaissance des gens pour leverager correctement ces aspects-là. Ok, je sais que tu avais un challenge, c'était placer le mot showstrap dans le podcast. Dans le podcast. Est-ce que dans cette expérience chez The Fork, il y a des situations qui pourraient s'appliquer à ce mot-là ?
Ouais, j'ai une grosse. Je t'ai aidé, hein. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. One team. Je suis tombé dans une grosse fausse trappe qui aurait pu me coûter cher, hein. C'est celle en dessous où t'as les pics et tu t'empales bien comme il faut, puis c'est fini, t'es mort. C'est pas le bon, Non. effectivement. Donc, on a eu rapidement un enjeu de refactoring, parce qu'il y avait des choix qui avaient été faits qui étaient les bons, parce que peu de ressources, peu de monde, on va vite, on essaie de shipper. Mais on était collé avec une grosse partie du système d'information qui était un monolithe qu'on n'arrivait pas à upgrader et qui nous posait des soucis en termes de sécurité, en termes d'attractivité. Et on a été voir des experts pour faire les choses différemment, et on a décidé de faire de la migration continue, qui était le truc qui était très à la mode en 2013-2014, qui était porté. On s'est fait accompagner par des architectes. Et pendant 1 an, on a investi une équipe entière pour faire de la migration continue. Et quand on a appliqué le premier moment en prod, le truc s'est effondré. En emmelant non seulement le nouveau système et l'ancien système. Donc les deux sont tombés. Et là, c'est la grosse merde. Tu as investi 1 million d'euros, tu as une dizaine de personnes qui ont bossé dessus pendant 1 an, tu as promis que ça allait aller mieux à toute la direction, les gens te font confiance. Ça fait pas non plus 10 ans que tu es là, donc ça fait 2 ans, donc tu dis, bon, bah, c'était sympa, mais bon, l'expérience va s'arrêter ici. Et la chance que j'ai, c'est que j'en avais quand même parlé et j'avais essayé de faire au mieux. Donc mon boss m'a pardonné, m'a donné le droit à l'erreur et m'a gardé. Donc ça, je le remercie de m'avoir donné une seconde chance par rapport à ça. Et que j'en ai discuté avec l'équipe pour comprendre ce qui s'était pas bien passé. Et 2 grosses erreurs que j'ai faites. 1, il faut aller en prod vite. C'est ce que tous les gens disent, c'est ce que j'ai appris entre-temps. Grosso modo, il n'y a que la prod qui est la vérité, qui va te dire comment ça se passe et vraiment si ton modèle tel que tu l'as conçu va fonctionner tel que tu as prévu. Et donc le plus rapidement tu vas en prod, même si c'est sur un tout petit périmètre, même si c'est sur un périmètre d'outils internes, tu commences ou tu fais du parallèle run. Il faut rapidement aller en prod. Et nous on a attendu 1 an, ce qui était une énorme connerie. Ouais, donc en fait, tous les petits trucs qui n'allaient pas sont apparus d'un coup, quoi. Exactement, et avec l'effet boule de neige, tous ces compounds, et on est arrivé à un truc qui s'est effondré sur lui-même. En emmenant en plus, parce qu'on avait fait des erreurs de design, la prod actuelle. Donc la double peine. Et l'autre truc, c'est que j'en discute avec l'équipe, et il y a un gars dans l'équipe qui me dit Florent, en fait, ça fait 6 mois que je sais que le projet il est mort. Quoi ? Je dis, mais ça fait 6 mois. Il me dit, ça fait 6 mois que le projet, je sais qu'il est mort. Ça marchera pas. Alors là, moi, je tombe de ma chaise. Je dis, mais tu te rends compte qu'on aurait pu économiser. Enfin, si on avait arrêté le projet. Et moi, le projet, je le tue. Je dis, c'est fini, on s'est trompé. Je dis à toute la boîte, je me suis trompé. Si vous voulez me virer, virez-moi. Ça me paraît faire. Mais ce projet-là, il est mort. Il n'ira jamais en prod. Et je veux éviter absolument ce qui se passe dans beaucoup de boîtes où tu as des projets zombies qui durent des années, qui toujours l'année prochaine. On en entend parler des fois, le projet de changement de système à la sécu ou à l'armée, ces trucs-là, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans. La techno n'est plus supportée par personne, mais le projet va sortir. Et donc moi, je savais que le projet, il fallait revoir from scratch, avoir une approche différente. Et on s'était trompé. Et le gars me dit, ça fait 6 mois que c'est mort. Je dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé ? Et il me dit, mais en fait, Flo, t'étais pas prêt à l'entendre. Ah ouais ? Et en fait, t'étais pas prêt ou t'étais prêt ? Ou t'as pas laissé la place à ce qu'on te le dise ? Ouais, je pourrais pas dire, parce que a posteriori 6 mois après, dans quel état d'esprit j'étais, qu'est-ce que j'avais vendu, comment j'en parlais. Je peux être quelqu'un d'assez énergique et pareil, l'impact, un corollaire négatif, c'est que tu vas emmener les gens et tout ça, mais tu peux les emmener dans la mauvaise direction quand tu veux avoir de l'impact et tu veux emmener les gens quand tu as un peu trop de drive. Et je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas créé l'espace. En tout cas, il s'est pas senti, et donc c'est ma responsabilité de pas avoir créé l'espace dans lequel la personne se dise, en fait, là, il faut que je lui dise que on va pas dans le bon sens. Et autant arrêter maintenant. On aurait économisé 1,5 million d'euros 6 mois avant. C'est quand même, pour une boîte comme nous, c'était une somme. Et ça nous aurait permis de commencer le bon chemin beaucoup plus tôt. Et donc, ces personnes-là, moi non plus, je l'ai pas viré. Je pense que j'ai bossé avec. Tu lui en as voulu un petit peu de. Non, je l'ai promu. Non, je l'ai promu. Le problème était le mien. Le problème est ce que j'ai découvert après, qui est l'élément essentiel dans une relation managériale, c'est la confiance. Et la confiance, c'est d'abord le manager qui crée l'espace de confiance où les gens ont ce qu'ils appellent la sécurité psychologique. De dire les choses. De remonter n'importe quel sujet. Et donc moi, je dis, j'ai pas de tabou. Vous mettez tous les sujets. Je leur dis, moi, j'ai pas de tabou. Si j'ai pas la réponse, je dis,
Je sais pas. Bien entendu, il y a des sujets stratégiques. Tant qu'ils ne sont pas décidés, je ne pourrais pas vous en discuter. Je dis, ça, ces discussions sont en cours, mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Tous les autres, j'en parle. Et je me suis rendu compte que c'était important. Et on y reviendra après sur une autre partie du podcast. J'en parlerai après aussi sur la posture et commencer à parler des choses sur lesquelles tu n'es pas sûr. Parler de tes propres faiblesses, parler de tes propres difficultés. Parce que si toi, tu apparais comme un leader invincible, parfait, qui sait tout, qui répond à tout, qui est tout le temps de bonne humeur et tout ça, et en fait, les gens ils se sentent pas à l'aise de te dire qu'ils sont pas sûrs, ils ont un doute. Et donc, ouais, parler de tes erreurs, ce que je fais avec toi, je pense que c'est important pour que les gens aussi se sentent à l'aise, dire ouais, j'en ai fait des conneries. Par contre, j'ai appris. Le point important, c'est ça. Et donc, on a commencé à avoir des mécaniques de post-mortem vraiment formalisées, dans lesquelles le but, c'est pas de faire du blaming, c'est comprendre ce qui s'est passé, apprendre et avoir vraiment une culture de ce qu'ils appellent les structures apprenantes qui se mettent en place. L'équipe a rebondi, ils ont fait un super soft, il a été déployé, c'est un succès. Comment tu le formalises, ton process post-mortem, du coup? Alors, on le fait très rapidement. Il y a un template dans lequel on décrit qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'impact business, parce que le niveau d'emphase et le niveau d'action qu'on va mettre dedans va dépendre aussi de l'impact qu'il y a eu côté business. Ouais. Ça sensibilise comme ça l'équipe technique aux enjeux. On a de l'impact, et donc il faut faire attention sur ce qu'on va faire et le niveau de filet de sécurité qu'on va mettre en place quand on va faire des changements dans le soft. Et derrière, on fait le déroulé. On se pose 3 questions. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Parce que des fois, il y a des choses qui... l'incident management procédure a été respecté, on a bien communiqué, on a fait le rollback rapidement, la mécanique de rollback a bien marché. Ce qui s'est moins bien passé, en fait, notre couverture de test n'était pas bonne, ou on a loupé une dépendance, on avait un fichier de config qui n'était pas correctement versionné, et donc quelqu'un l'avait édité à la main, on n'avait pas le bon, j'en sais rien. Et derrière, c'est les actions que tu vas mettre en œuvre et que tu vas suivre, qui vont être en fait ton plan d'action pour dire on a fait une connerie, c'est pas grave. Par contre, notre responsabilité vis-à-vis de la structure, c'est que ça ne se reproduise pas. Et donc ça, c'est la dernière partie sur laquelle on fait le suivi. Ensuite, on l'intègre dans notre board Jira d'amélioration continue pour la boîte. Donc ça, c'est qu'on l'a appliqué, ce qu'on a mis en place chez The Fork et que j'ai repris pareil chez PlayPlay depuis que j'y suis. Ok, une recette qui marche ne s'applique pas toujours de la même manière, mais on s'en inspire, quoi. Ouais, et surtout, le point, c'est no blaming. Ok. Je suis pas là pour chercher un coupable. Je suis pas là pour chercher un coupable. Je suis là pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, qu'on apprenne collectivement. Moi le premier, parce que je leur dis, le premier responsable c'est moi. C'est moi le patron de la R&D technique. Si ça marche pas, c'est que moi j'ai pas bien fait mon boulot. Donc ne vous posez pas de questions. Je chercherai pas un responsable parce que le premier responsable c'est moi. Maintenant, on va essayer collectivement de voir comment on peut être meilleur. Parce que moi j'ai besoin de vous. C'est vous qui êtes au plus près de tout ce qui se passe. Donc moi j'ai besoin que vous soyez bien au courant et que vous compreniez ce qui s'est passé pour pas reproduire l'erreur. Et quand tu dis no blaming dans le process là que tu décris, en fait c'est qui dit c'est à qui la responsabilité de dire ok faut remplir le doc, ça a merdé, il y a un process post-mortem à faire là. En fait on a une mécanique de support tournant. On n'a pas d'équipe de prod, c'est les équipes produits. Enfin, même les équipes techniques, parce qu'on a des équipes un peu plus core qui font ça aussi. On a un support tournant qui est l'assurance sécurité, de tranquillité d'esprit des autres équipes qui pendant 2 semaines font toute la prod. Donc ils prennent tous les appels entrants, toutes les demandes entrantes du support, les problèmes de prod, et c'est eux qui font l'incident management. Donc on a un playbook d'incident management. Quand ça démarre, c'est eux qui prennent la main et c'est eux qui lancent le processus de post-mortem. Donc eux ils se posent pas de questions, ils sont là, ils vont remplir le doc, ils vont monter le meeting dans la foulée. Et ils vont ensuite s'assurer que tout est bien rempli. Ils vont appeler les différentes parties prenantes pour comprendre, ok, a priori c'est lié à cette release, c'est lié à cette modif côté infra, tout ça. Ils vont mettre toutes les bonnes personnes autour de la table. Si les gens ne répondent pas, dans ce cas-là, ils vont escalader auprès de moi. Florent, on a besoin d'avoir cette personne-là, il faut qu'elle remplisse, on n'a pas. Moi je vais dire, écoute, prends ton temps, la prod c'est notre première responsabilité. Prends le temps, ton projet, j'en parlerai avec le produit s'il y a un souci, mais moi j'ai besoin que tu remplisses pour qu'on comprenne bien, parce que sinon on va perdre une partie de l'information tant que c'est chaud. Ok. Et est-ce que chez The Fork, il y a des périodes qui ont été tournants également dans l'expérience? Il y a eu des moments incroyables où on a fait énormément de rachats, on a énormément grandi. Et donc là, ça a grandi par rachat, The Fork? Et en fait, on a fait de l'organique et de l'externe. On a fait les deux.
On a lancé des marchés de manière organique et on a lancé des marchés par croissance externe avec en plus des playbooks différents. Tu gardes le système existant, tu le connectes au tien, tu vires le système existant, tu le remplaces, tu renvires qu'une partie du système et tu déploies qu'une partie. Tu gardes les équipes, tu gardes pas les équipes. Il y a eu plein de recettes différentes. Et donc là, pour moi, un tournant, c'est que T'avais déjà fait, t'avais jamais. Non. Ouais. Ah non. Donc c'est pour ça que je dis c'est un tournant c'est complètement différent d'être un CTO qui fait du software développement entre guillemets versus un CTO qui fait de l'intégration de société et du passage à l'échelle par intégration de société. En réfléchissant en plus avec des mécaniques où tu as des entreprises qui sont en Amérique du Sud, en Australie, dans le reste de l'Europe. Et donc se poser la question des technos, c'est quoi ta stack technique, comment elle s'inscrit, est-ce que les gens ils sont fit ou pas pour le garder, est-ce que tu cherches des ingénieurs mais t'en as sous la main, est-ce que tu les gardes, est-ce que tu les gardes pas, est-ce que ça va fonctionner. Et pareil, là plein de choses hyper intéressantes. Moi j'ai vraiment appris énormément de choses dans ces trucs-là. Pareil, des trucs qui sont bien passés, d'autres qui sont moins bien passés. C'était incroyable. Nous on avait été rachetés, donc j'avais déjà subi la première due diligence assez poussée. J'avais pas mal transpiré pendant 15 jours, mais c'était hyper intéressant. Et de le faire ensuite auprès des autres, ça a été hyper formateur de comprendre sans aucune idée. Je te vois sourire, il n'y a pas d'idée de vengeance. C'est moi j'ai bien souffert, toi aussi tu vas voir comme ce que je vais te faire, ce par quoi je vais te faire passer. C'était pas du tout ça l'idée. C'était plus les questions qu'il faut se poser, qu'est-ce que tu regardes, qui vont dépendre aussi du playbook business. Si le business te dit on rachète juste, la technologie ne nous intéresse pas a priori. Ce qui nous intéresse, c'est le catalogue des clients et la base installée. Donc, vous prenez pas trop la tête. Vérifiez juste que les datas sont correctement setupées dans la base de données. Pour pouvoir faire la migration. Pour faire la migration et que la migration va arriver vite, qu'il n'y a pas d'enjeu de versus. Non, on pense que là, la base installée est beaucoup trop grosse. On n'a pas les équipes. Il faut d'abord qu'on monte les équipes sales et le compagnie. Donc, on va supporter le système pendant 1 ou 2 ans. Donc tu vas pas faire la même chose. Et c'est là en fait où tu te rends compte que le niveau de ton due diligence et l'implication technique va dépendre aussi en fait de la stratégie business dans laquelle tu t'inscris. C'était à toi de dire la technologie avant que tu commences un audit, on te dit la technologie on s'en fout, ou c'est à toi de dire post-audit non mais la techno est bien? Alors eux ont un a priori par rapport à leur business plan. Après moi je peux avoir quand je vais regarder, je vais quand même poser des questions, je peux revenir derrière en disant là il y a une brique qui m'intéresse, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Ça s'est pas passé, mais on s'est quand même posé la question. Et là pareil, après ils me disent c'est toi qui décides si tu veux la garder, ça rentrera dans ton scope, mais ça fait pas partie des requirements côté business. Ça devient après mes propres contraintes sur la mise en place côté intégration. Tu disais, j'imagine que dans les difficultés de ce type de poste et de ce type de période, faut savoir se poser la question effectivement, on garde pas telle ou telle équipe, c'est des questions qui sont dures à se poser quand même. Ouais, mais elles sont dures. Et puis ensuite, après, une fois qu'on se les est posées, faut annoncer. Faut appliquer, faut annoncer aux gens. Faut faire, quoi. Quand on n'a pas gardé les équipes, j'ai été moi-même, je me suis déplacé pour leur annoncer en face à face. Et ça n'a pas toujours été bien pris là-dessus. C'est difficilement prenable correctement, quoi. Ouais. Donc, et je l'entends. Mais c'est pour ça que moi, je me cachais pas. C'est facile d'enlever une ligne sur un Excel. Ouais. C'est simple, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, voilà. C'est différent quand tu as une personne en face de toi qui aime ce qu'elle fait, qui a fait du boulot, qui a eu de l'impact, qui a créé un soft. Si tu rachètes la boîte, c'est que la boîte, elle a eu quand même du succès. Et que, voilà. Et que donc, le travail de ces personnes, il vaut pas rien. C'est juste qu'il s'inscrit pas dans la stratégie. Et que malheureusement, dans un rachat, tu peux pas non plus tout garder. Tu as un enjeu d'écosystème, sinon l'entropie devient. Tu t'écroules à devoir tout maintenir. Et tes coûts de structure, pareil, deviennent faramineux. Il y a aussi des enjeux de passage à l'échelle quand tu prends plus de pays. Le but, c'est pas que l'augmentation du coût de la tech soit linéaire avec le nombre de pays. C'est qu'au contraire, tu aies des effets d'échelle et qu'avec le même soft, les mêmes équipes, tu serves plus de monde et donc le coût unitaire, entre guillemets, par nouveau client, il diminue. Là-dessus, ça, c'était clair. Et donc, c'est pour ça qu'on rejoint un peu la question que tu m'as posée tout à l'heure. Le rationnel et pourquoi on le fait ne me heurte pas, parce que je comprends que dans l'intérêt de l'entreprise, malgré la difficulté qu'il va y avoir derrière, c'est logique, ça s'explique, et je peux porter ce message-là sans avoir l'impression de trahir
ce pourquoi je suis là, ce qui est là. Mon intérêt, en tout cas pareil sur mon style, c'est servir la boîte au mieux au niveau de la technologie, apporter la meilleure technologie et fournir la meilleure technologie pour que la boîte puisse continuer à grandir. Et effectivement, l'annoncer en face des gens, ça te permet aussi de toujours le mettre à bonne échelle, d'assumer tes décisions, pas les faire porter par d'autres personnes. C'est d'avoir le courage des décisions qu'on va prendre. Et d'essayer, pareil, il y a aussi des moments où, par exemple, le deuxième tournant, c'est le Covid. Décembre 2019, on rachète toutes les activités, donc chez The Fork, on rachète toutes les activités de réservation de restaurants de Michelin. C'est beau. C'est génial. On ouvre des pays qu'on n'avait pas ou qu'on avait des difficultés à ouvrir, comme l'Angleterre, l'Allemagne. On a une super équipe technique qui est basée principalement à Londres, que je rencontre, qui ont un sous-traitant qui est basé en Pologne, que je rencontre aussi, qui sont bons. Il y a des mecs qui bossent bien. Et là, je dis, c'est bien, moi je galère, c'est des bons ingénieurs, des bons produits, on a quelque chose qui est hyper intéressant, on va les intégrer et on consolide au niveau européen, même au niveau mondial, on devient le plus gros acteur de réservation de restaurants. C'est super, c'est super. Sauf que 3 mois après, on ne sait toujours pas s'il y a une chauve-souris qui a mangé un pangolin ou dans un marché ou quoi que ce soit, mais pandémie mondiale, tout le monde est confiné et plus personne ne va au restaurant. Et même quand on est déconfiné en juin, pour rappel, en France, et c'était différent dans les pays, c'était une jauge à 50%. Avec les gens sans vaccin, sans rien, qui étaient très réticents à aller s'asseoir à côté de quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui tousse comme toi là aujourd'hui. Je pense que les gens ils fuient, ils s'enfuient en courant, ils te jettent du gel hydroalcoolique à la figure, un va des rétro Satanas. Donc tu comptes pas me taper aujourd'hui? Non, très loin de moi, très loin de moi. Donc le truc s'écroule. Et donc là, le plan, où tu as été voir les équipes, tu leur as dit on va faire un super truc et tout ça, tu te retrouves à une boîte qui passe de une croissance à 2 chiffres, voire quasiment 3, qui va super bien, qui est sur une trajectoire incroyable, qui se retrouve à 0 revenu, une structure de coût qui est par contre pour servir 27 pays, donc énorme, et 0 revenu, 0, 0, 0. Et avec une probabilité que ça redémarre une fois que le confinement est terminé, très proche de pas loin de 0 non plus, parce que ça va mettre beaucoup de temps, et ce qui a été le cas. Donc période hyper dure, et là tu changes. Et tu décides que il faut réduire la structure de coût, abaisser ton point bas, il faut absolument rendre la structure beaucoup plus lean. Et qu'est-ce que tu fais? Les équipes les plus simples, celles qui ne sont pas encore intégrées. Les équipes, elles étaient que en France ou Non. On était. Parce qu'en France, il y avait le chômage partiel qui pouvait. Ouais, tout à fait. Ce qu'on a fait. C'était pas le cas. Non. Ok. L'Angleterre a très peu de chômage partiel. On avait des équipes au Portugal qui n'en avaient pas. On avait des équipes en Amérique du Sud qui n'en avaient pas. On avait des équipes en Australie. Et après, je sais pas, leurs prestataires polonais qui étaient, je sais pas, mais pareil, je pense pas que l'État polonais ait mis des politiques très favorables. Donc ouais, en plus avec une structure de coût, effectivement la France simplifiait le fonctionnement, ce qui fait qu'on n'a on n'a pas eu besoin de faire un PSE ou quoi que ce soit en France. On a mis les gens au chômage partiel, avec par contre une grosse interrogation. Les gens me posaient la question, mais quand est-ce que je reviens? Je sais pas quand est-ce que tu reviens, parce que pour l'instant, c'est pas moi qui décide de la politique sanitaire, c'est pas moi qui décide de la jauge dans les restaurants, c'est pas moi qui prépare les vaccins pour qu'un jour on ait des vaccins et qu'on soit plus en risque quand on l'attrape. Donc il y a énormément de paramètres que moi je maîtrise pas, donc je peux pas te répondre. Mais par contre, pour l'instant, tu es payé, tu peux rester chez toi, fais de la techno, fais des choses, mais nous, on pourra pas payer ton salaire tant qu'on n'a pas de revenus suffisants qui reviennent derrière. Et sur les autres pays, non. L'Angleterre, typiquement, fait partie de ces pays-là, et donc tu peux pas supporter une équipe avec, en plus, pareil, les coûts sont équivalents à la France, voire supérieurs. Tu peux pas supporter pendant un temps indéfini une structure de coûts importante, donc tu décides de couper. Bon, et ça dure quoi. Ça a été très dur, très dur. Même si pour le coup c'est quelque chose qui est entre guillemets qui peut sans se comprendre, même si. Ah non, le rationnel. Enfin là, l'enjeu c'était la survie de la boîte. C'est ça. Donc abaisser le point bas, faire en sorte qu'on limite les frais. Parce que pareil, notre maison mère, c'est TripAdvisor, elle est dans le même cas que nous. Plus personne voyage, le business s'arrête, il n'y a plus de business de publicité sur lequel elle faisait une grosse partie de ses revenus, parce que les gens ne vont pas payer de la pub pour les gens qui ne voyagent pas, quoi.
Donc ouais, on est dans une situation où il faut absolument rendre la structure beaucoup plus lean. Mais c'est logique, c'est une question de survie. Le but, c'est si on est sympa avec les gens mais qu'on coule la boîte et qu'ils n'ont plus de boulot parce qu'en fait on va faire pas un PSE mais mettre tout le monde au chômage parce que la boîte elle a fait faillite, on n'ira pas gagner. C'est ça. Donc ouais, tu fais le nécessaire pour faire en sorte que tu arrives à naviguer cette période hyper compliquée. Et c'est très dur. C'est très très dur. Et cette période difficile, c'est ce qui est un peu le déclic pour changer de tourner une page ou ouais, alors pareil, c'est toujours compliqué de refaire l'histoire a posteriori et il y a plein de choses. Ça faisait 8 ans, ça faisait 8 ans que j'étais là. Et pareil, j'avais vu aussi beaucoup changer quand je regarde l'équipe avec qui j'avais commencé en 2011 versus l'équipe 2013 versus l'équipe que j'avais en 2020. Mis à part mon boss, je pense qu'il y avait quasiment 100% de gens différents. Et donc, tu as déjà eu beaucoup de changements, tu as vu des gens qui sont partis, qui sont venus, qui sont partis. Deuxième chose, et donc toi tu poses la question, pareil, moi je pense qu'on a des cycles, c'est 3 ans, 5 ans, 7, 10 ans, puis après tu commences à basculer plutôt 15-20. Donc j'arrivais dans cette période 7-10, est-ce que tu remets que tu veux aller derrière? Je pense que c'est un premier élément. Le deuxième, en fait, c'est lié à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis drivé par l'impact. Quand il n'y a plus d'impact... Là, moi, en fait, je me rends compte que quelle que soit ma bonne volonté, la compétence technique, la qualité des équipes avec lesquelles je fais, si les restaurants sont fermés, les restaurants sont fermés. Et je peux rien y changer. Et donc, moi, et c'était très dur, parce que je suis en... Donc, juin 2020, ok, on est déconfiné, c'est sympa, mais moi, les restaurants ne redémarrent pas. J'ai 70 ou 80% de mon staff qui est en chômage partiel en France. J'ai viré mes équipes en Angleterre. J'ai des équipes qui souffrent et qui, pareil, sont au courant, posent des questions. Il y a du stress de partout. On n'a aucune visibilité sur quand est-ce qu'il va y avoir des vaccins, est-ce qu'on va être équipé et tout ça. Et pareil, on voit aussi pareil que si on se souvient à l'époque, les États se volaient entre eux les vaccins, les masques, les équipements, des trucs ont été pris sur les aéroports français qui étaient censés être livrés, qui sont repartis aux US ou en Allemagne, je sais plus, mais il y a des trucs horribles, donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solidarité ni rien. Donc je me dis que ça risque de durer un peu longtemps. Et qu'en plus, même si on redémarre, les vaccins n'étant pas là, les gens n'étant pas vaccinés et tout ça, et les risques sanitaires font que on est parti pour au moins 12 à 18 mois encore de trucs compliqués, ce qui est le cas, parce qu'on va être reconfiné, je crois, en France en octobre ou en novembre, la même année. Et donc vraiment, et on voit vraiment le jour, je pense, j'ai l'impression qu'on est plutôt, c'est l'été suivant, donc quasiment 18 mois après le début de la pandémie, qu'on retrouve à peu près un début de vie normale et quasiment plutôt 2 ou 3 ans avant vraiment de reprendre complètement l'ensemble des choses. Donc moi qui suis drivé par l'impact, je me dis ça va être hyper compliqué, tu vas être malheureux. Tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Quand les gens moi j'adore pouvoir dire aux gens on va faire ça et tu peux compter sur moi, je vais mettre toute mon énergie. Quand est-ce que je vais revenir au boulot? Je dis je sais pas. Et quand est-ce qu'on va redémarrer quelque chose? J'ai aucune idée. Et ça c'est très dur pour moi. Je le vis très très mal. Et donc en plus ça crée des tensions dans la manière dont on travaille aussi. Le fonctionnement sous stress fait que l'équipe de direction est aussi mise sous stress. Des tensions latentes ou des choses peuvent aussi se révéler. Et pareil, donc tu te dis c'est compliqué. On s'est dit quand même des trucs des fois qu'on n'avait pas envie de se dire. Sous stress, en fait, ça révèle tous les petits des trucs. visages différents, quoi. Exactement. Et donc les crises sont assez révélatrices pour ça, en tout cas moi ce que j'ai vécu. Et la conclusion c'est en fait non, c'est la fin du cycle. Je n'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, je suis affecté personnellement par la situation, par le fait de ne pas pouvoir avoir de l'impact et de ne pas pouvoir faire le travail que je veux pour mes équipes. Et je le vis très mal. Et pareil, ma santé prime avant la santé de l'entreprise malheureusement, parce que si moi je suis malade, si moi j'utilise beaucoup si dans l'avion tu prends pas le truc pour toi prendre de l'air, tu pourras pas sauver ta famille qui est à côté, parce que si toi t'agonises, personne sera sauvé. Donc il faut d'abord que tu mettes toi le masque à oxygène pour pouvoir t'occuper des autres. Et là moi je suis au moment où je suis en train d'asphyxier et donc je mets le masque exactement. Donc mettre le masque, c'est faut couper la pause. J'en parle avec mon boss, je commence à réfléchir, on se met d'accord pour terminer l'aventure, mais correctement, en gérant correctement, en préparant, avec une échéance fin d'année.
ce qui me va, parce que je sais que ça va je sais qu'il y a une fin, on s'est mis d'accord sur comment ça allait fonctionner, et ça me permet de sereinement en fait d'accompagner mes équipes, parce que je sais ce qu'il me reste à faire pour le temps qui est là. On le fait en bonne intelligence avec mon boss, et ça permet de préparer l'aventure d'après et de commencer à me projeter. Et donc là arrive l'épisode actuel en fait. Exactement. Et il se passe un peu la même chose que la fois d'avant. Le réseau. Le réseau. Fin d'été. En parlant de réseau, juste j'avais un ancien collègue qui bossait chez The Fork, Patrick Bobo, au produit, je sais pas si ça te parle. Non. Il a dû arriver sur la... Après, ça fait un petit moment maintenant que je suis parti, donc l'équipe a pas mal changé, ouais. L'équipe a pas mal changé. Et sur le réseau, je déjeune pareil à nouveau, et j'ai un copain avec qui je déjeune à la fin de l'été, avec qui j'avais bossé chez The Fork, qui était parti, et qui me dit: Flo, écoute, tu cherches du boulot, nous on cherche un CTO. La boîte est géniale. Sur le papier, c'est ça. La boîte est géniale. Le Covid, ça n'a pas été une malédiction, au contraire, ça a été une bénédiction. On n'a jamais autant fait de croissance que tout ce truc-là. On est bien positionné. On est une boîte cool. J'ai vraiment retrouvé, moi, ce qui était important aussi, c'était l'ambiance de travail. On avait vraiment une qualité de convivialité, de bonne humeur qui était importante, parce qu'aller au boulot avec la banane, même quand les trucs sont durs, ça aide quand même. Ça facilite la traversée de ces moments compliqués ou des coups durs qu'on peut avoir dans tout projet. Et il me dit vraiment, tu vas retrouver ce que tu avais chez The Fork. Et donc, il me met en relation avec PlayPlay. Donc, le CEO m'écrit, je lui réponds pas tout de suite. Il m'en a reparlé d'ailleurs après, il me dit: tu m'as un peu ghosté. Je dis non, c'est juste que j'étais pas pressé en fait, parce que moi, ma date de fin, elle était un peu loin, tu vois. Et donc, j'étais en mode exploration. Et je commence vraiment sérieusement à l'automne à discuter avec eux. Et je tombe amoureux de la boîte, je tombe amoureux du produit, de la patronne du produit aussi, qui est une nana géniale. Et de toute l'équipe avec qui je bosse. Et on donne son petit nom alors peut-être. Ouais, Pauline, un gros kudo à Pauline Marolles, qui est master du produit chez PlayPlay. Et c'est top. Et pareil, ils ont un enjeu qui ressemble beaucoup à celui que je t'ai décrit tout à l'heure chez The Fork. C'est une boîte qui va bien, une boîte qui entame son parcours de scale-up. Elle a trouvé son market fit, elle a une très bonne entrée sur le marché français. Elle s'apprête à ouvrir le marché allemand, le marché américain. Et elle cherche à quelqu'un qui va les aider à passer à l'échelle. Le CTO précédent a fait un super boulot. Il fait partie des gens qui me recrutent. Ah ouais ? C'est la première fois, ouais. Il choisit son successeur parce qu'il avait compris que ça l'intéressait plus. Il souffrait, je pense. Enfin, il était plus à l'aise dans la situation actuelle. C'était plus lui, quoi. Ouais, exactement. Mais il était très à l'aise avec ça. C'est pas facile de faire cet auto-diagnostic, de se dire ok, sur ce stage-là, c'est plus forcément moi, ou je vais lutter contre mes défauts pour aller plus loin. Et donc pareil, kudos à Alex Butinski, qui est cette personne, avec qui j'ai bossé encore pendant 2 ans, parce qu'il a été mon patron de l'architecture pendant 2 ans. Ah, il est resté à l'architecture. Il est resté à l'architecture. On a discuté, ça a été une de mes premières missions, c'est discuter: Alex, t'as fait un super boulot, si moi je suis embauché, c'est parce que toi t'as fait un super boulot jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose qui peut te plaire, si moi je peux créer un scope qui fait sens, sur lequel toi tu t'épanouis, il n'y a pas de raison que tu quittes l'aventure. Pour moi, c'est juste que ton rôle évolue, mais ça ne veut pas dire que tu peux ne plus avoir d'impact. Et donc le premier truc qu'on a discuté pas mal avec lui, c'est ça. Et en fait, il a l'idée l'architecture, et il nous a continué de nous accompagner. Et c'était heureusement qu'on ait eu de la chance, parce que c'est pareil. Il avait toute une connaissance de tout ce qui a été mis en place, il était là depuis le début. Donc c'était sachant, quoi. Exactement, c'est priceless d'avoir cette personne-là, nous aider à faire les choix d'architecture, de comprendre ceux qui ont été faits auparavant. Et pareil, lui, il était intéressé pour voir c'est quoi les outils que tu utilises, comment tu passes à l'échelle. Voilà, lui aussi, je pense qu'il était intéressé de voir, d'opérer là-dessus. Pour continuer, il est très curieux, c'est quelqu'un de très curieux intellectuellement. Et ouais, il m'a accompagné, il m'a choisi. Donc j'ai eu cette chance-là que ça fit bien. Et donc je les ai rejoints depuis 4 ans, avec effectivement des enjeux de scale, de déploiement à l'international, de muscler toute la fonction delivery entre guillemets du produit, et muscler tout le muscle de production qui est aussi l'exploitation. On est un service premium, ce qui nécessite aussi pareil d'avoir des conditions d'exploitation qui sont dignes d'un service premium. PlayPlay, si tu décris un petit peu l'activité, le business. Ouais, la mission de PlayPlay, c'est aider les entreprises à se rapprocher et communiquer efficacement avec toute leur communauté par le pouvoir de la vidéo. Parce qu'en fait, quand tu es une entreprise, tu vas avoir des communautés externes,
tes clients, tes prospects, les gens que tu veux embaucher, par exemple, aussi, pour les RH. Et tu vas avoir des communautés internes, tes employés, tes fournisseurs. Et en fait, la vidéo est un moyen très émotionnel. Et donc, on les aide pour les gens. Et la difficulté, c'est que faire des rushs, faire un montage vidéo, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande de l'expertise, qui n'est pas simple. Et dans 90% des cas, tu n'as pas besoin d'avoir une qualité ou tu as besoin d'avoir un monteur professionnel. Ton message, il est assez simple. On le voit de plus en plus. Là, pareil, on a des vidéos très incarnées sur des médias comme Instagram ou TikTok, où la qualité de la vidéo n'est pas le premier. Ce qui compte, c'est le message, la manière dont tu vas raisonner avec la personne qui communique. Et donc, on peut aider les gens. En fait, nous, notre métier, c'est ça. C'est aider les gens qui sont les communicants de ces entreprises-là à faire simplement, via notre outil, une vidéo eux-mêmes. Et effectivement, on leur fournit tout un ensemble de choses. Et là, on utilise aussi beaucoup tout ce qui est l'AI. Parce que pareil, dans le domaine du contenu, depuis les 2 dernières années, ce qu'on est capable de faire avec très peu de choses via ces outils-là est incroyable. Et ça coûte combien ? Non, tu vois, je me pose la question. Ouais. En fait, je crois que je connaissais pas le service et je suis en train de me dire que peut-être qu'on pour être client. On a un mode standard qui est le mode moins avancé pour les gens qui ont moins d'enjeux de stock et de contraintes de branding. Et donc celui-là, il est à quelques centaines d'euros. Et on est plutôt un positionnement sur Enterprise. Donc là, c'est plusieurs centaines d'euros pour une licence, qui te permet en fait de garantir un cadre qui est contrôlé, puisque tes éléments de branding, tes logos, tes fontes, tes couleurs, voire même le format des écrans que tu vas utiliser, des formats des templates que tu vas utiliser est prédéfini pour rester dans les codes de la marque. Et te permet en fait de passer à l'échelle, après derrière, pour pouvoir produire tes vidéos à format vertical, horizontal, carré, des vidéos de 10 secondes comme des vidéos de 15 minutes, tout dépend le format que tu veux utiliser. Ok, je te donne un cas d'usage. Nous, on fait des petites vidéos. Tu connais les sociétés de services, on envoie des CV, tout ça. Alors nous, on fait des CV vidéo. On fait une petite vidéo du consultant qui dure 58 secondes. Bon, et ça nécessite un tournage de 20 minutes qu'on réduit à 58 secondes pour mettre un peu le candidat, faire révéler sa personnalité, quoi. Parce que un CV, c'est un peu froid, quoi. Et ça dit pas tout. Votre produit peut faire ça, en fait, aider à faire le montage d'une vidéo de 20 minutes, à extraire, découper, sans aucun problème, mettre du texte. Alors, par exemple, on a un assistant, donc on a un assistant qui permet de faire du copywriting. Donc tu dis je veux poster sur LinkedIn, tu lui donnes ta vidéo. Auparavant, tu l'auras fait passer dans ce qu'on appelle le clipping, qui permettra il va subdiviser automatiquement ta vidéo, choisir les moments forts. Tu peux utiliser Attends, qui choisit les moments forts ? Lui, il va te proposer, en fait. On a une AI. Ah ouais ? L'AI, tu lui donnes ta vidéo, elle te fait le clipping, elle te dit, voilà, en fait, de plus en plus, maintenant c'est ça, elle te dit les moments forts, quand les changements de ton, elle te dit, ta vidéo, en fait, elle se découpe en temps de séquences. Et tes séquences, ensuite, tu peux choisir de les mettre ou pas dans ta vidéo finale, de les découper. C'est toi qui choisis ensuite comment tu vas vraiment faire le truc final, mais elle te propose. Comment vous avez entraîné l'IA à détecter les moments forts ? On n'a pas besoin d'entraîner, elles sont déjà entraînées pour nous. C'est ça qui... La grosse... Alors normalement, une IA, ça s'entraîne quand même. Ouais, mais des gens... Explique-moi. Donc, l'IA, il y a 2 moments. Il y a le tuning, la manière dont tu vas l'entraîner sur un corpus, et l'inférence qui est quand tu vas lui donner quelque chose à faire et elle va utiliser ce qu'elle a appris pour projeter. La grosse différence entre les anciens modèles qui étaient beaucoup utilisés en machine learning, qui étaient très forts mais qui nécessitaient beaucoup d'entraînement sur un cas très précis et qui avaient du mal à sortir de ce cas-là et qui prenaient beaucoup de temps parce que le corpus de test, d'entraînement, il devait être... les data scientists passaient énormément de temps à qualifier correctement le bon corpus d'entraînement. Avec les modèles génériques qui existent actuellement, ils sont tellement forts et tellement versatiles que tu peux leur donner ce que tu veux. Nous, on utilise, donc le modèle d'IA qu'on utilise, il utilise le son. Parce qu'en fait, la tonalité, il détecte les changements de ton et les changements de sentiment dans le ton. Et donc, il va découper comme ça. Il va te proposer, voilà, en fait, sur les différentes choses, comment je découperai la vidéo. Il va utiliser le son de la voix que tu peux traduire pour te faire une synthèse et faire un copywriting en te disant, voilà, si tu veux faire un post LinkedIn sur ce candidat-là, voilà, je suis Pierre, nouvelle embauché, ma passion c'est ça, donc il va te faire le copywriting adapté à LinkedIn avec les bons hashtags qui vont bien pour du copywriting LinkedIn. Parce qu'en fait, ces modèles génériques, les grands modèles LLM,
qu'on utilise, ils sont capables en fait d'être utilisés dans n'importe quel cas d'usage. C'est ça qui est incroyable. Tu fais de la vidéo, tu fais de l'image, tu fais bientôt du son, je pense pareil, et beaucoup de texte. Ils ont commencé par le texte. Ils ont une capacité, une versatilité d'utilisation qui est assez incroyable. Ok, vous utilisez l'IA pour d'autres choses ou pas? On le fait pour, on le fait pour du remove background, on le fait pour du clean audio. Pareil, si ton enregistrement il est pas terrible, on va te faire un clean audio. On est capable de te faire une voix synthétique si ça t'intéresse pas de faire le voice-over sur ta vidéo. Tu vas choisir une voix synthétique et elle va parler à ta place. Et après, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Là maintenant, on a donc sur les services sur lesquels on regarde, tu as des services qui samplent ta voix. Et te permettent, avec du lip sync, de te faire parler en chinois, en allemand, en coréen. C'est flippant ça. Et donc, tu as même vidéo de toi qui présente l'activité, par exemple, de ton entreprise. Tu vas faire une vidéo qui est compréhensible avec le bon accent, légèrement, pas tout à fait le bon accent, un vrai accent coréen, mais Pierre qui parlerait coréen avec un accent français, et avec vraiment la tessiture de ta voix, et avec le lip sync qui correspond à du coréen. Et donc, ouais, les trucs sont. C'est vertigineux, la manière dont les choses évoluent sur ces choses-là. Et donc, ça veut dire que tu peux, si toi, tu as fait une vidéo pour le marché, imaginons que tu es dans 10 pays, tu as fait une vidéo pour présenter ta boîte en français, tu vas pouvoir la repurpose sans avoir à la retourner, sans avoir à la traduire, sans avoir à faire quoi que ce soit, dans les 9 autres marchés sur lesquels ta vidéo peut être diffusée. Tout en restant l'incarnation, ce qui est important aussi, parce que tu vas rester l'incarnation de ton entreprise. Vertigineux, c'est le mot. Hein. Et elle arrive l'IA à copier ma voix avec mon nez bouché d'aujourd'hui ou pas? Si tu l'entraînes pendant 30 secondes, ouais, elle peut le faire. Si tu l'entraînes avec ça, elle est capable de se tuner par rapport à ça, tout à fait. Je sais pas si on va me reconnaître aujourd'hui tellement c'est bien Pierre que j'ai en face de moi. C'est pas une IA. C'est bien moi. Ah ok, très sympa ce que vous faites. Et alors du coup, tu me parlais de le business model, c'est un abonnement par licence annuelle, quoi. Exactement. Le but, c'est d'aider toutes ces boîtes-là et donc de leur donner une licence qui leur permette. Ces formats courts, ce qui est intéressant, c'est d'en produire beaucoup. Nous, l'idée, c'est de leur faire gagner en productivité. C'est que là où auparavant, tu mettais un mois peut-être à faire ta vidéo et qu'il y a un double effet négatif. Tu vas à une conf ou tu vas à un événement sales, enfin commercial, tu as envie de poster sur LinkedIn ou tu as envie de poster en interne, on y était, c'était génial et tout ça, et tu veux le faire dans le moment. Si tu postes un mois après, le buzz, l'effet, les retombées derrière vont complètement être moins bonnes. Et donc nous, avec quelques rushs et pareil des outils qui te permettent en plus d'accélérer, tu fais quelques drag and drop, tu étais à l'événement le midi, le soir ou le lendemain matin, ta vidéo tu peux la poster soit en interne, soit en externe sur LinkedIn. Et donc tu peux en produire beaucoup, c'est simple. Tu vas à TechRox semaine prochaine. Je vais à TechRox. Tu vas faire un petit petit Rex vidéo. Alors je sais pas si je vais faire un Rex vidéo parce que pareil il faudra voir le cadre et si le clean audio suffira pour qu'on m'entende bien, mais je prendrai des photos. Ouais, je pense que je ferai à minima une vidéo en interne parce que pareil pour mes équipes c'est important de dire ce que j'ai été, ce que j'ai appris, comment ça va peut-être influencer aussi mes réflexions sur l'année qui vient. Et sur LinkedIn pareil, je pense que c'est vraiment, moi j'adore vraiment TechRox et tout ce qu'ils font pour la communauté des CTO parisiens ou des leaders techniques parisiens. Et ouais, je ferai un post LinkedIn pour dire que ce que j'ai appris, ce que j'en ai retenu et comme quoi, pourquoi c'est important pour moi en fait d'avoir cette communauté au sein de l'écosystème parisien. Ça va être un bon sommet TechRox Summit, encore une fois. Un bon cru. En tout cas, il s'annonce bien, ouais. Je suis très excité. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais ajouter sur PlayPlay ? Ce qui est hyper intéressant, c'est une boîte très internationale. Ce que j'ai appris pareil sur moi, c'est que j'ai besoin d'avoir un environnement international. C'est une boîte on a 23 nationalités, je pense. C'est assez incroyable d'avoir ce melting pot. Et, sur combien de salariés ou de... On est sur 3. On a des gens à Berlin, à Paris et à New York. Et on est 240, 230. Donc, 23 nationalités sur 230 personnes. Ouais. Donc c'est assez incroyable. Et c'est génial. Moi j'adore. Moi vraiment j'adore. Alors ça peut créer aussi des... Enfin, il faut savoir, travailler dans... On a dans un environnement aussi multiculturel, quoi. Donc alors il y a un bouquin que m'a conseillé, je crois que c'est Francis Napez, un autre de TechRox. Un autre de TechRox que je salue avec beaucoup d'amour, mon cher Francis. Et on a eu une formation en fait, comment travailler avec les Américains notamment, et sur lequel en fait la boîte qu'on a sélectionnée nous donne aussi les clés pour les Allemands, parce qu'effectivement les clés de lecture et les habitus des gens sont très différents. Et on ne leur dit pas les choses de la même manière et on ne se comporte pas de la même manière. Mais ça fait du bien de remettre un peu de perspective et de se dire que
tout le monde fait pas les mêmes choses que nous et Est-ce qu'il faut dire 3 fois awesome en 4 minutes alors, pour avoir bien présenté ton pitch? effectivement, on a fait un exercice dans lequel, quand faut faire un feedback à une équipe américaine sur un projet qui va pas très bien, faut quand même commencer par dire qu'ils ont fait un super boulot. Ouais, voilà, mais ça fait partie des codes culturels. Ils t'écouteront pas si t'as pas fait ce préliminaire qui est important pour eux, parce qu'ils ont besoin malgré tout, et c'est vrai. Moi, je pars du principe que tout le monde fait du mieux qu'il peut. C'est un autre principe agile. Pour éviter le blaming, les gens en agilité disent les gens ont fait des choses du mieux qu'ils pouvaient. Partez de ce postulat-là. Et après, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas suffi ou qu'est-ce qui a manqué. Et je pense que les Américains sont dans cette dimension-là. Ils ont besoin qu'on reconnaisse leur travail. Ils ont beaucoup de besoin de reconnaissance. Ça fait partie des codes sociaux qui sont attendus pour eux. Et ils n'écouteront pas les éventuels enjeux ou les challenges qui peuvent rester si tu n'as pas eu ces propos liminaires sur lesquels nous, les Français, on va commencer par dire ce qui ne s'est pas bien passé et ce qui ne va pas. C'est plutôt notre marque de fabrique. Notre marque de fabrique, exactement. Mais je pense que ni l'un ni l'autre ont raison. Il faut juste respecter les codes sociaux. Et ouais, on a appris à dire ce truc-là. Et donc, effectivement, il faut dire awesome job. Amazing. Il y a d'autres codes sociaux que tu as appris là dans cette expérience que tu n'imaginais pas? Ouais, j'avais jamais vraiment bossé avec des Allemands et les Allemands sont très frontaux. J'ai adoré. Ils ont une culture de feedback très directe. Ils prennent tous les feedbacks et ils sont hyper directs. Là, t'as fait de la merde. Mais ils te le disent, c'est pas méchant, tu vois. Pour eux, c'est normal. Et ils vont te le dire. Et donc, ouais, j'ai appris pareil à bosser avec les Allemands et j'adore parce que ils ressemblent un peu aux Néerlandais. J'avais quelques Néerlandais aussi côté The Fork et je trouvais que c'était très rafraîchissant d'avoir le truc qui est très perturbant pour eux, où le français on utilise beaucoup l'implicite ou le passif agressif. On a tendance souvent à une petite blague, mais en fait dans lequel je te mets un petit taquet ou ouais, c'est pas tout à fait exactement ce que j'avais envie. Tu vois, non, on va pas dire clairement, non, en fait, ce que tu as fait là, ça me correspond pas du tout. Et je pense que des fois, pareil, du moment que le cadre est sain, qu'il n'y a pas de toxicité, c'est plus simple de se dire les choses et d'essayer d'avancer ensemble et d'aller directement. Et je trouve que c'est très rafraîchissant, effectivement, de travailler avec les Allemands de ce point de vue-là, qui sont très directs. Il n'y a pas de lecture entre les lignes, quoi. Non. Ils te disent les choses telles qu'elles sont, mais de manière très bienveillante. Et il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de méchanceté. Pour eux, c'est normal. Ils gèrent leurs conflits comme ça, ils se disent les choses. Et comme les choses sont claires et énoncées très clairement, après, ils comprennent ce qu'il y a à résoudre. Et ce qui est compliqué pour eux, parce que des fois, comme nous, on ne dit pas exactement les choses, mais il y a un problème ou il n'y a pas un problème? Enfin, voilà. Dis les choses, quoi. Sois clair. Et donc, ouais. C'est l'autre truc qui était hyper enrichissant dans cette expérience. Ok. Qui a l'air enrichissante et intéressante, effectivement. On arrive du coup tout doucement à la fin du podcast. Bon, tu sais, j'ai quelques questions un peu signature finale. D'autres choses trappes. D'autres choses trappes. Est-ce que tu as des proverbes, des expressions que tu dis ou que tu te dis à toi-même? Que tu te répètes? Ouais, on est responsable de ses actes. Je considère du moins, pour l'instant encore, et j'espère que ça durera très longtemps, on a encore notre libre arbitre. Personne nous oblige à faire ce qu'on a à faire. Et on l'a vu, pareil, il y a des cadres et on peut décider de ne pas obéir. Donc, si on fait quelque chose, c'est qu'on a décidé de le faire. Si on décide d'écouter le conseil de quelqu'un, la personne qui est responsable, c'est pas la personne qui a donné le conseil, c'est toi qui as décidé de l'écouter et de le mettre en application. Et donc, moi, je suis responsable de mes actes. Tout ce que je fais, de mes actions, c'est celles qui me définissent, encore plus que ce que je peux raconter. Et je pense qu'il est important de se l'appliquer. Et donc, ouais, ce que je fais, je l'assume, pour le meilleur et pour le pire. Je fais des conneries. Mais je me cache pas, c'est pas ma faute, c'est Pierre qui m'a dit tel truc, je l'ai écouté, oh putain, ça va pas du tout. Bah non, Pierre il m'a donné un conseil, à moi de décider si de décider si je l'écoute ou je l'écoute pas. Il a pas kidnappé mes enfants en leur disant si tu ne m'écoutes pas, tes enfants tu ne les reverras jamais. Donc voilà, je pense que c'est un principe qui est hyper important dans ce qu'on fait pour prendre les bonnes décisions et avoir les bonnes discussions aussi, parce que avant de décider, ça veut dire qu'on pèse aussi le pour et le contre et on a les bonnes discussions avec les personnes avec qui on va prendre ces décisions-là. Et on est responsable. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? J'ai eu à un moment chez The Fork un surnom, il m'appelait Leblond.
Et Pierre peut en témoigner, je ne suis pas blond du tout, je suis brun, très brun. Il semblerait, hein. À moins que tu ailles chez le coiffeur pour faire autre chose que te couper les cheveux. Non, non. Et je ne suis pas grand non plus. Je ne suis pas du tout un modèle scandinave non plus. Je suis plutôt un modèle assez français, assez court sur pattes. Donc le driver, mais qui était hyper intéressant parce qu'il est en lien avec des choses un coaching que j'ai fait après. Il m'appelait le blond en lien avec le sketch de Gad Elmaleh. Et donc un peu la boomer, les plus jeunes peut-être qui nous écoutent ne savent pas le sketch du blond ce qu'il est. Bon, et donc je vous laisserai voir sur YouTube, on doit encore le voir. Et donc c'est cette personne qui est parfaite, qui est pénible, qui fait tout bien. Et j'avais un peu ce problème, parce que je pense que c'est un problème, c'est une forme de névrose, où je voulais tout faire bien, je voulais être parfait tout le temps, être le bon élève. Moi, c'est ce que j'appelle après maintenant le syndrome du bon élève. Et qui est très dangereux. Qui est lié, je pense, pareil. Donc j'ai fait un gros travail sur moi pour comprendre d'où ça venait. Je pense qu'il est lié au système éducatif dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi et j'ai été formé en France. Et en France, on attend de toi que tu sois le bon élève, qui donne la bonne réponse, qui se comporte tel qu'on l'attend, qui est poli, qui dit pas les choses qui ne vont pas, qui respecte l'autorité et tout ça. Sauf que dans un cadre professionnel, c'est pas toujours la bonne chose. Il faut des fois être contrariant. Il faut aussi apporter la controverse dans le débat de manière intelligente. Il faut assumer de se tromper. Tu savais pas faire ça ? Pas très bien. Et tu sais faire aujourd'hui ? Je continue à y travailler. Je pense que c'est pas simple. Il faut pas se raconter d'histoire. Celui qui va dans le sens du courant, c'est la position facile. C'est le truc qui est pas dangereux, qui crée pas de choses. Et donc c'est là où tu te poses la question. Mais si je veux avoir on revient. C'est quoi mon moteur ? Mon moteur, c'est l'impact. L'impact, c'est prendre les bonnes décisions, parler des vrais sujets. Et en fait, c'est là où si tu te raccroches à ce que tu veux vraiment et ce qui est là, c'est là où ça va t'aider à aller dans le bon sens, être contrariant quand c'est nécessaire d'être contrariant. Et accepter aussi l'autre point qui est très négatif, c'est si tu es tout le temps parfait, en fait, tes équipes, et on revient à la discussion un peu plus tôt, Flo, t'étais pas prêt à l'entendre. Mais en fait, Flo, t'es tout le temps parfait, tu te trompes jamais. Voilà, si tu as cette image-là auprès des gens, et ben les gens se disent que si eux ils ont un doute, si eux ça va pas ou si eux ils se sont trompés parce que ça marche pas ce qu'ils sont en train d'implémenter, ils viendront pas te le dire parce qu'ils ont pas envie de se sentir moins bien et donc je pense qu'apparaître aussi et dire aux gens quand ça va pas, quand t'es down. Et moi j'ai eu des épisodes compliqués dans ma vie perso il y a quelques temps et j'ai dit à mes équipes c'est très dur pour moi actuellement, je suis down, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai des soucis personnels, vous pouvez pas y grand chose mais c'est possible que je sois moins présent et tout ça. Parce que eux, ils auront peut-être aussi. J'ai des jeunes parents, ils ont des enfants qui sont malades. Ouais, puis tu donnes les clés de lecture. Ouais, exactement. Et je leur dis pareil. Et je peux être aussi un gros connard quand je suis très fatigué. Parce que j'ai des fois, mon filtre social était fatigué, t'as pas envie d'aller et tu vas directement à la conclusion. Et c'est pas cool. Et donc les gens, il faut qu'ils sentent à l'aise, dire là, Florence, ce que t'as fait, c'est pas le bon comportement. Mais parce que ok, on sait que t'es fatigué, on sait voilà, tu nous as prévenu, on a du care pour toi, mais ça excuse pas tout. Donc je pense c'est important de parler aussi de nos faiblesses en tant que leader, de dire ce qui est compliqué. On fait un métier qui est compliqué, on va beaucoup se tromper. Et ce qui est important, c'est d'embarquer les gens et que les gens aussi t'aident à moins de tromper parce qu'eux aussi ils sont plus près des choses. Et donc créer ce sentiment de ne pas être parfait, mais être là et faire partie de l'aventure, je pense qu'en tout cas c'est ce que j'ai appris et personne ne m'appelle le blond chez PlayPlay. Il t'appelle comment? Il m'appelle Flo. Il m'appelle Flo. Ouais, c'est le classique. Ouais, mais ce qui me va bien, parce que quand même, je pense que avançant en âge, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont la moitié de mon âge dans les équipes. J'aurais peur qu'ils aient un autre surnom, si tu vois ce que je veux dire, ou qu'ils m'appellent Papy, encore pire. Je vois. Tonton, c'est mieux que papy? Ouais. C'était moins loin. T'as une génération de moins quand même. Pour l'aparté, l'anecdote, je te l'avais confié tout à l'heure, Florent. J'ai appris récemment un de mes nouveaux surnoms, qui est après Pierre Castor, désormais Tonton. Donc du coup, ça me va bien, j'aime bien. Ouais, voilà. Et moi aussi, pour pareil. Les différentes connotations que ça peut avoir. Et pareil, le fait que tout le monde se sente à l'aise de m'appeler Flo et que ce soit naturel, alors que je suis parmi les plus vieux de la boîte et je fais partie de la direction. Pour moi, c'est un bon signe qu'on est aussi dans une dimension de sécurité et qu'il y a de la proximité. Et que si les gens ont besoin de m'interpeller, ils oseront m'interpeller. Ce qui est important. Ok. Bon, donc le blond. Mais puis maintenant,
Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode, à part peut-être Le Brun? Ah, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Moi, ce que je trouve toujours pareil, c'est une rencontre enrichissante. Euh, on s'ose pas toujours les questions et c'est les autres qui nous les posent. Et en venant ici, en fait, tu m'as posé des questions que je me posais pas forcément. Tu m'amènes à me prendre du recul et prendre de la perspective et essayer de me regarder dans un miroir, enfin de comprendre un peu comment j'ai opéré. Et moi, je trouve ça génial. J'ai adoré la discussion aujourd'hui, le ton, cette capacité aussi ou partage, ce que je pense qu'il est l'autre truc important. Tu me donnes l'occasion de partager ce qui s'est passé, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, pour que ça serve aussi aux autres. Je pense que c'est important ce partage et tout ce que tu fais, en tout cas, moi je trouve ça génial. Permettre à tout le monde de démystifier un petit peu et de se raccorder, de sortir un peu du LinkedIn parfait. Je suis génial, je fais que des trucs bien. Tu vois, le blond de LinkedIn, il existe aussi, le blond de LinkedIn. Il y a beaucoup de blonds. Ouais, il y a beaucoup de blonds sur LinkedIn. Ouais. C'est une population qui n'est pas en voie d'extinction, effectivement. Et je trouve que, en tout cas, pour avoir écouté d'autres épisodes et liés, moi je trouve que c'est génial de pouvoir aussi, pour les autres personnes qui évoluent dans la tech, pouvoir s'identifier à une dimension beaucoup plus humaine et beaucoup plus avec ses forces et ses faiblesses, qui correspond beaucoup plus à la réalité. Version de moi au moment N, comme titre, ça pourrait t'aller aussi. Ouais, effectivement, on bouge tout le temps et c'est la version N actuellement. Là, c'est tout de suite et maintenant. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Ouais. Ah ouais. Ouais. Écoute, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu fais qui est pas usuel avec tes équipes? Eh ben, ouais, je suis d'accord pour te la poser. Ok. On fait de la musique. Il faut y répondre. Ah ouais, on d'accord. fait de la musique. Ok. J'ai commencé ça chez The Fork et donc big up à Quentin et Vinyang et Khadija avec qui j'ai commencé, et à Claire, Julia, Sylvie, Abraham, Vinyang toujours qui continue l'aventure avec moi. On organise en fait des concerts et on joue aux fêtes de fin d'année, aux fêtes d'été dans la boîte. Et donc c'est génial parce que moi je trouve que la musique, c'est mon côté un peu, je casse mon image et un peu le rocker rebelle, ce que je n'ai jamais été dans ma vie, et donc ça me permet d'éviter d'avoir l'impression d'être trop gentil et trop lisse, et en même temps je trouve que c'est une super image parce que faire de la musique, ça nécessite de s'écouter les uns les autres, ça nécessite de jouer ensemble. Si tu prends 5 hyper grands musiciens mais qui jouent chacun leur partition sans s'écouter, ça va faire la cacophonie. Alors que tu peux prendre 5 musiciens plus moyens, mais s'ils jouent bien ensemble, ils font des trucs incroyables. Et moi, je trouve que c'est une super image. Et donc, je m'éclate et on fait un concert tous les 6 mois. Et c'est sympa. C'est une éclate toujours renouvelée. C'est ouvert à l'extérieur? Vous faites non, ça, vous faites non. On fait dans les. On produit en fait en interne au sein de la fête, les fêtes de fin d'année, les fêtes de l'été qu'on fait dans la boîte. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on s'ouvre. Hein. J'en discuterai avec l'équipe, mais mais c'est génial. L'essentiel, c'est le kiff, quoi. Ouais, exactement. Ça fait un beau mot de la fin. Ouais. Carrément. Et bah, merci beaucoup pour cet échange. Merci Pierre. Et continue à bien kiffer. Bah, écoute, compte sur moi. Compte sur moi, Pierre. Salut. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.